Espace TV, le 22h. Très ravi de vous savoir avec nous. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition d'information. Voici le sommaire. Le second tour de l'élection présidentielle du Mali se tiendra le 12 août prochain. Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé sont les deux qualifiés pour ce second tour. Le président sortant vient en tête avec 44% des voix. Plus d'un mois après l'augmentation du prix du carburant à la pompe, les forces sociales de Guinée peinent à faire fléchir la position du gouvernement. Aujourd'hui, certains membres veulent désormais négocier avec l'État, alors que les autres s'y opposent. Plus de détails dans ce journal. La mise en circulation des nouveaux bus sur les routes de Conakry ne fait pas que des heureux. Le recrutement des nouveaux personnels ne profite pas à tous, surtout aux anciens travailleurs de la Sotragui. Beaucoup ont été mises sur la touche. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Au lendemain de la publication des résultats provisoires du scrutin du 29 juillet dernier, le président Ibrahim Boubacar Keïta a lui aussi tenu une déclaration. Il est revenu sur le déroulement et a appelé ses partisans à la mobilisation pour la victoire au lendemain du second tour prévu le 12 août prochain. Suivez. Pendant ce scrutin, vous avez aussi donné une leçon politique à l'ensemble de ceux qui servent ou aspirent à servir le Mali. Vous nous avez dit que vous servir ou aspirer à vous servir exige, au lieu de la vulgarité, l'humilité, au lieu de l'opportunisme, la loyauté, en lieu et place des promesses irréalistes, l'effort, le travail sérieux, en lieu et place de la calomnie, en lieu et place de la calomnie, la vérité. Mes chers compatriotes, cette leçon m'oblige personnellement. À travers votre vote, vous m'avez placé sur orbite. Pour vous, avec vous, pour nos enfants, les générations à venir, je dois aller encore plus loin. Je n'ai pas d'autre choix. C'est ce que vous demandez et c'est ce que vous exigez et j'irai plus loin, Inch'Allah. Lors du second tour, qui se tiendra le 12 août prochain, il nous faudra donc amplifier cet élan et confirmer le choix de la paix et du progrès. Ibeka et Soumaïla Cissé sont les deux candidats qui vont s'affronter au second tour de la présidentielle malienne. C'est ce qui ressort des résultats provisoires publiés ce jeudi soir par le ministre de l'administration du territoire du Mali. Nos reporters se sont rendus dans les QG de ces formations politiques. Voici les réactions recueillies sur place. C'est reparti pour le même scénario que 2013 entre le président Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé. C'est ce qui ressort des résultats provisoires annoncés par le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales. Ibeka est arrivé largement en tête avec 41,42% des suffrages exprimés contre seulement 17,80% pour son poursuivant, Soumaïla Cissé. Dans le cas de l'URD, on rejette ces résultats et des recours seront déposés auprès de la Cour constitutionnelle. Ces résultats ne reflètent pas le vote des Maliennes et des Maliens. Ils ne sont ni sincères ni crédibles. Ce sont des résultats de la fraude, d'un bourrage honteux des urnes en faveur du président de la République sortant. Ils sont les fruits de grosses irrégularités et de violations délibérées de la loi électorale. Ce sont des résultats manipulés. Nous ne les accepterons pas. Dans le siège du Rassemblement pour le Mali, on se réjouit du score de 41,42% obtenu à l'issue de ce premier tour. Selon les responsables du parti, ces résultats prouvent l'adhésion des Maliens au bilan du président Ibrahim Boubacar Keïta et à son projet futur pour le pays. Ça veut dire que le peuple malien, pas sur la base de promesses électorales qui était la propension des autres candidats, mais sur la base de ce qui avait été fait, l'œuvre accomplie, sur la base d'un bilan, a renouvelé amplement sa confiance au président Ibeka en améliorant son score de 2013.
Donc un score de 41%, nous l'apprécions très bien. En attendant la confirmation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, les différents candidats ont 48 heures pour porter leurs griefs auprès de cette institution. Nous reviendrons sur ces élections maliennes vers la fin de ce journal. Retour en Guinée pour parler de santé. Pour une gestion efficace des informations sanitaires en Guinée, la RTI internationale et ses partenaires CDC viennent d'équiper en ordinateur le centre informatique de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Le projet dénommé EpiDetect appuie le ministère de la Santé dans l'implantation de la plateforme District Health Information Software 2. Ce vendredi, ces équipements ont été remis aux autorités de la dite université qui promettent une utilisation efficiente. Malik Sangiana Kamara pour le compte-rendu. Le centre informatique de l'université Gamal Abdel Nasser, équipé à travers le projet RTI. C'est une des options identifiées par le ministère de la Santé dans le but de fournir un personnel qualifié qui va assurer la continuité de l'utilisation de la maintenance de l'outil après le projet EpiDetect. Depuis l'avènement de la maladie à virus Ebola, l'un des piliers du ministère de la Santé aussi est la mise en place d'un système amélioré de surveillance pour améliorer la détection, la riposte au niveau des structures de la base, avec un système aussi qui est informatisé. Ce projet offre 16 ordinateurs plus un an de connexion au centre. Des étudiants de la faculté de médecine sont ceux qui suivront la formation pour savoir utiliser la plateforme. Cette équipe aura pour rôle de participer à l'implantation de la plateforme à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et d'assurer la gestion, la maintenance et l'évolution future de cette plateforme. Déjà, ce nouveau système est en expérimentation dans l'ensemble du pays. Il va permettre d'avoir des données sûres sur la santé publique. L'accumulation de données et les données qui sont disponibles en temps réel nous permettent de prendre des bonnes décisions qui sont basées sur des données plutôt que sur des impressions vagues. Quant à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la pérennisation de ce projet est à apprécier. Voir aujourd'hui que RTI arrive à implanter ça au centre informatique et à l'université et à la faculté de médecine, c'est quelque chose qui doit attirer l'attention de tous les autres partenaires. RTI International, l'initiateur de ce projet, est une organisation dévouée à la réalisation innovante des recherches multidisciplinaires qui améliorent la condition humaine. Un nouveau cadre idéal pour l'accomplissement de sa mission, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée se veut un organisme agissant et entend assainir le secteur de la pharmacie. Il ne veut pas être seul dans cette lutte puisque le ministère de la Santé compte bien soutenir ses actions en veillant notamment à l'application de la loi régissant l'exercice de la pharmacie. Les explications de Mohamed Damaro Kamara et Tierno Sadouba. D'abord, la fin de 3 décennies d'errance. Jusqu'ici, l'Ordre national des pharmaciens de Guinée éprouvait un manque d'espace pour mener à bien ses activités. Déjà, avoir un espace à nous, c'est se prendre déjà au sérieux. Et c'est un espace dans lequel nous pourrons analyser, discuter des problèmes de la profession, stocker des informations et essayer d'en tirer les meilleures solutions. C'est déjà ça. Désormais, rien ne sera plus comme avant. Les professionnels de la pharmacie se sont engagés à mettre fin à l'anarchie dans le secteur à Conakry et aussi à l'intérieur du pays. Pour commencer, l'intérieur du pays est très mal loti en matière de pharmacie. Mais là, la faute n'incombe pas seulement à l'ordre. Des pharmaciens sont affectés à l'intérieur du pays. Mais une fois qu'ils ont leurs agréments, ils se replient sur Conakry. Le rôle de l'ordre, c'est de veiller sur la législation. Quand tu es affecté à un point, il faut que tu y restes. Pour y arriver, il faut le respect et l'application des textes qui régissent l'exercice de la pharmacie. Là-dessus, le ministre de la Santé s'est montré intransigeant. Nous allons appliquer la loi. Nous n'hésiterons pas. Et c'est pour cela qu'il y a une brigade de répression au niveau du haut commandement de la gendarmerie. Et c'est pour cela que le président de la République, le professeur Alpha Condé, n'a pas tardé pour promulguer cette loi.
Donc le gouvernement vous accompagne et nous allons appliquer la loi pour que l'exercice du métier de pharmacien revienne aux pharmaciens. Le secteur de la pharmacie à ces jours en Guinée reste confronté à la prolifération des produits de santé sous standard, à la contrefaction par-dessus tout l'exercice de la profession par les non-pharmaciens. Des phénomènes qui mettent en péril la santé de la population et contre lesquels l'Ordre national des pharmaciens de Guinée entend s'ériger. Les forces sociales de Guinée et les syndicalistes ont lutté durant un mois pour la réduction du prix du carburant, mais pour le moment, ce combat n'a rien donné. Le gouvernement fait la sourde oreille. Les citoyens semblent s'être habitués à payer le carburant à 10 000 francs guinéens. Certains membres des forces sociales estiment qu'il faut négocier avec le gouvernement, alors que d'autres pensent le contraire. Mamadou Kalisso, Alseni Kamara nous en disent plus dans cet élément de reportage. Pendant tout le mois de juillet, syndicalistes et forces sociales ont lutté farouchement pour la baisse du prix du carburant. Mais cette bataille n'a rien donné pour le moment. Certains membres des forces sociales reconnaissent cet échec avec beaucoup d'amertume. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le résultat escompté et le gouvernement campe effectivement sur ses positions. Selon cet activiste, le slogan 8000 ou rien a échoué. La seule possibilité qui se présente aux forces sociales, c'est de négocier avec le gouvernement. Pour lui, aller sur la table de négociation n'est pas une faiblesse. Et 8000 ici n'ont rien, ça fait aujourd'hui à peu près 30 jours, jour pour jour, les citoyens vaguent à leurs affaires, les véhicules circulent. Bon, franchement, je pense qu'il faut changer, de stratégie. Sékou Koundouno ne partage pas cet avis. Même s'il reconnaît que le bilan des actions menées jusque-là est médiocre, il pense qu'il faut prendre tout le temps qu'il faudra pour faire fléchir le gouvernement. Que toute cette année, si le gouvernement ne fléchisse pas, nous userons de tous les droits légaux afin de les contraindre à fléchir. Comme vous le savez, ils ont besoin de faire des recettes. Quand la ville est paralysée, ça se fait ressentir sur le budget. La semaine prochaine, les forces sociales pourraient reprendre les manifestations des rues. Et puis cette information qui nous parvient à l'instant, l'opposition républicaine retire sa confiance au Premier ministre et annonce de nouvelles manifestations à compter du 9 août prochain. À l'issue d'une réunion d'urgence tenue ce vendredi soir, les opposants ont décidé de redescendre dans la rue. Pour eux, Kassouri Fofana n'a pas tenu parole. On suit cette déclaration de Fayami Limono. Il y a 2 semaines, nous étions devant vous ici. C'était la veille d'une manifestation prévue pour le 19. Nous vous avons dit qu'on renonçait à cette manifestation parce qu'on voulait donner la chance au dialogue de trouver des solutions comme nous le demandait le Premier ministre. Apparemment, même le Premier ministre ne peut plus être cru sur parole. Donc, après 2 semaines, il n'y a eu aucune avancée, ni par rapport au contentieux électoral, par rapport à l'indemnisation, par rapport aux enquêtes et par rapport à la libération de nos prisonniers. C'est pourquoi l'opposition a décidé de reprendre les manifestations à partir du 9, le jeudi. Et ça sera sur l'autoroute que nous allons marcher le 9. L'autoroute Fidel Castro. Tout autre sujet, la protection de l'environnement au cœur des activités de la société minière de Boké. Elle vient de lancer une vaste opération de réhabilitation des sites miniers déjà exploités sur les plateaux 7 et 3 du secteur Kakui. Ce secteur est situé entre les quartiers de Wakria et Kidigira dans la commune urbaine de Boké. Le reportage est signé Abdoulaye Keta et Salifouli Fossissé. Pour l'année 2018, le consortium SMB Winning s'engage à réhabiliter 185 hectares dans les mines de Dabis et de Malapouya. Pas seulement, la société minière de Boké lance aussi le reboisement le long de la route minière d'Apilo-Malapouya
de plus de 30 km. C'est une exigence du code minier qui engage les différentes sociétés à remettre en l'état les sites déjà exploités. Les populations en sont satisfaites. Je suis très content. Les autorités et les responsables viennent de nous prouver que nous sommes importants à leurs yeux. Certes, on avait perdu des terres et des arbres, mais ce reboisement sera bénéfique les années prochaines. La politique minière de la société minière de Boké est claire. Réhabiliter tous les sites exploités. En 2017, selon le responsable relations communautaires, plus de 100 km avaient été reboisés. D'abord, il faut dire que dans le cadre de notre politique minière, toute zone décapée doit faire l'objet d'un reboisement. Cela va dans le cadre aussi du respect du code minier. Nous avons reboisé plus de 100 et quelques hectares au niveau de l'ancienne mine de Kaboyi. Donc aujourd'hui, nous allons reboiser sur une distance de plus de 100 km. Obligation légale qui réjouit d'ailleurs les autorités locales de Boké, qui saluent aussi la participation des populations dans ce processus de reboisement. Et aujourd'hui, on est en train de procéder au reboisement de la zone qui a été décapée au niveau de Wakiria. Vous avez vu d'ailleurs de façon participative, toute la population est mobilisée et elle le fait avec vraiment un enthousiasme. Donc c'est un sentiment de satisfaction et je souhaite que ce reboisement continue dans toutes les zones décapées. Depuis 3 ans, la ville de Boké est la convoitise de plusieurs nouveaux projets d'exploitation de bauxite. Chacune des sociétés est ainsi engagée à respecter la législation guinéenne en matière de respect de l'environnement. La société minière de Boké a déjà fait dans ce cadre un grand pas. Albeyrak est en marche, c'est un fait. Maintenant se poursuit le recrutement pour la nouvelle société de transport turque qui aura la charge de gérer les nouveaux bus. Ce vendredi, ils étaient nombreux devant les locaux de la Sotragui à espérer gagner un emploi. Mais les choses ne sont pas simples, surtout pour les anciens travailleurs de la Sotragui qui se voient marginalisés au profit des nouveaux. Reportage à Mamadou Saliouba, Yacouba Traoré. Au volant des nouveaux bus, Mohamed Lamine Silla est un homme heureux. 2 ans dans la galère, aujourd'hui il travaille au compte de la nouvelle société de transport et c'est avec une grande joie. Non seulement on veut aider la population, on veut aussi conserver notre emploi. On a fait 2 ans assis à la maison sans travail. Si Silla embarque dans les nouveaux bus aux couleurs de la Turquie, certains de ses collègues n'ont pas eu cette chance et affluent tous les jours devant les locaux de la Sotragui, parfois même sous la pluie, dans l'espoir de trouver une place dans les nouveaux bus. Mais ici, rien ne semble facile car le recrutement ne suit aucune transparence selon les anciens travailleurs de la Sotragui. Sékou Kondé a fait le constat. 5 ans au service de la Sotragui, jamais il ne pensait rater ce recrutement. Mais voilà plusieurs jours qu'il est là et c'est compliqué. Il n'y a pas eu de test, ils ont pris ça comme ça, par affinité, puis-je le dire ainsi. Mais les anciens travailleurs réservent une autre colère, celle du plan social. Ils avaient demandé aux autorités de leur donner 36 mois comme mesure d'accompagnement, mais selon ce syndicaliste qui a passé 72 heures au PM3 du Matam pour avoir dénoncé la mauvaise gestion à la Sotragui, seulement 6 mois ont été payés. L'État a débloqué 9 milliards de francs, à ma connaissance. Ils ne nous ont même pas donné 7 milliards. Où sont partis les 1 milliard et quelques? Ils devraient donner l'argent de la caisse de sécurité sociale. Nous sommes dans la rue, nous ne sommes pas assurés à la caisse de sécurité sociale. L'argent qui devrait être à la caisse sociale, où ça y est? On ne demande pas, tu parles, on ne suit pas. C'est là le problème. En mettant donc en marche le nouveau bus, le gouvernement a fait plus de frustrés que de contents, car la Sotragui comptait 100 bus contre 50 de la nouvelle société. Et là encore, ce ne sont pas tous les bus qui sont en circulation.
À présent, parlons de ces arrêts de bus situés le long de l'axe Sonfonia-Koza, port autonome de Conakry. Vous l'aurez sans doute remarqué, ces points aménagés pour abriter les passagers se trouvent dans des piteux états. On les appelle certes des abribus, mais ils sont en réalité utilisés à d'autres fins. Une situation occasionnée par l'absence de bus sur cet axe. Pour plus de précision, suivez ce commentaire d'Algassimou Yaliba et d'Ibrahima Souma. Des arrêts de bus construits pour les passagers en attente. Ils n'ont pas l'air d'infrastructures publiques sur la route Le Prince depuis un moment. Ici, en image, des vendeurs. Ceux qui peuvent les fréquenter y trouvent quoi acheter. À certains endroits d'ailleurs, ils ont complètement disparu. C'est le cas à Bambeto. Du côté des autorités en charge des opérations à la Sotragui, on estime que le moment venu, ils seront renouvelés, mais seulement lorsque ces bus vont reprendre la circulation sur l'axe Sonfonia-Koza, port autonome de Conakry. Pour le moment, ces engins nouvellement mis en circulation sont totalement absents sur la route Le Prince. Parlons à nouveau des élections maliennes pour dire qu'après les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle du 29 juillet dernier, les Maliens se préparent pour le second tour. Un second tour qui mettra le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka qui a obtenu 41,42% face à son challenger Soumaïla Cissé qui a obtenu 17,80%. En Guinée, les militants des deux partis sont confiants quant à la victoire de leur leader. Mariam Fodé Camara et Ibrahima Souri Camara les ont rencontrés. Suivez. Le second tour de la présidentielle malienne, prévu le 12 août prochain, opposera le président sortant Ibeka à son principal opposant Soumaïla Cissé. Une surprise pour les militants du RPM qui s'attendaient à un coup KO. Je ne pensais pas faire des tours, mais malheureusement, on s'adapte au résultat. Sinon, je pensais à un coup KO. Mais malheureusement, on a eu 41,8%. Donc, il n'y a pas de difficulté. 17,80%, c'est le suffrage obtenu par Soumaïla Cissé pour le premier tour. Pour le représentant de l'URD en Guinée, ces résultats sont les conséquences de la situation au Nord Mali, où le scrutin n'a pu se tenir dans plus de 700 bureaux de vote. Vous savez que depuis quelques années, au Nord, le pays n'existe même pas. Donc, à ce niveau, on a perdu plus de 700 à 800 bureaux où nous sommes favoris, où les gens n'ont même pas pu faire le déplacement. À cela, il va falloir ajouter aussi que dans certaines contrées où l'IRD était en tête, on n'a pas pu se déplacer par manque de sécurité pour acheminer les urnes. Le secrétaire général du parti compte changer de stratégie tout en s'appuyant sur les différentes coalitions pour l'emporter au second tour. On n'a pas trop d'inquiétude. Une fois que les autres Maliens nous rejoignent, nous sommes sûrs qu'au deuxième tour, l'IRD va finir par prendre les rênes du pouvoir. Avec le faible taux de participation au premier tour, 40,16%, les responsables des deux formations politiques invitent les Maliens vivant en Guinée à se mobiliser pour ce second tour. Alors que les Maliens sont dans l'attente de la publication des résultats de l'élection présidentielle du 29 juillet, le gouverneur du district de Bamako a dans une décision procédé ce mercredi à la fermeture jusqu'à nouvel ordre d'une radio locale contestatrice. Il s'agit de la radio Renouveau FM. Les autorités de Bamako reprochent à un de ses animateurs de tenir des propos d'incitation à la haine dans une émission tenue le week-end dernier. Suivez. Dans ce document, le gouverneur du district de Bamako justifie sa décision dans le but de préserver l'ordre public et la tranquillité dans sa juridiction. Une équipe de la direction régionale de la police nationale a aussitôt été déployée dans le siège de l'organe mis en cause pour exécuter cet ordre. La direction du groupe de médias obtempère, néanmoins, elle compte faire un recours devant les juridictions compétentes.
C'est une décision du gouverneur parce que y a le chroniqueur Aras Bat, lors de son émission du mardi dernier, a tenu des propos haineux et incitation à la violence. Donc c'est les raisons citées dans la décision. Bon, en fait, nous prenons acte. Nous prenons acte parce que dans ce pays, c'est un pays démocratique et nous allons user de toutes les voies démocratiques, de toutes les voies judiciaires, vraiment pour qu'on soit remis dans nos droits. Ce n'est pas le premier souci de cet organe d'information avec le pouvoir en place. Pour les salariés, retrouvés sur place en train de récupérer quelques objets avant que tout ne soit mis sur scellé, c'est un congé technique auquel ils devront s'adapter en cette période électorale dans le pays. Les conséquences, c'est que ce sont les auditeurs qui seront sevrés parce que Renouveau FM aujourd'hui n'est pas sans savoir que nous sommes l'une des radios les plus écoutées aujourd'hui au Mali et aujourd'hui aussi à travers le monde, parce qu'à travers notre émission Carte sur table, nous sommes vraiment écoutés. En attendant, le peuple malien retient son souffle dans l'attente des résultats de la présidentielle du 29 juillet dernier. Toujours en interactualité, la Tour Eiffel rouvre ses portes après un jour et demi de fermeture en raison d'une grève d'une partie du personnel protestant contre les conditions d'accueil de certains touristes. Suivez. Bien sûr qu'on est content que c'est ouvert. On arrivait spécialement pour le voir. Et si c'est fermé, on ne peut pas voir. It's definitely great that we can just walk in and there's no problem at all. That's nice. Toujours en France, le procureur d'Ajaccio en Corse ne fait état d'aucun écart à la réglementation, mais d'une possible imprudence du guide après la mort de 5 personnes, dont une fillette et son père emportés par une vague dans un canyon de Corse. Suivez. Aucun écart à la réglementation n'est constaté au moment où l'accident se produit. Mais certains témoins entendus nous indiquent non seulement avoir identifié le danger, et des gens qui sont des connaisseurs, eux aussi, de la montagne, et en avoir alerté le guide qui encadrait le groupe. Voilà. C'est un élément, encore une fois, relativement important qui pourrait caractériser une imprudence, mais tous les témoins n'ont pas été entendus dans ce dossier. Certains avaient indiqué au guide qui encadrait le groupe en question que les conditions ne leur apparaissaient pas réunies pour effectuer cette sortie et lui avaient déconseillé de faire cette sortie. Et c'est un élément qui met fin à cette édition d'information. Merci pour l'attention. Restez avec nous. Nos programmes continuent.